Le but de cette vidéo est de simuler l'effet de serre thermique du modèle à une couche décrit dans le document dont le lien est dans la description de cette vidéo. Avant de passer aux expériences, décrivons d'abord le montage utilisé. Un récipient est alimenté en eau par un robinet A. Il est muni d'une bouche d'évacuation B. Il est divisé en deux compartiments C1 et C2, de dimensions identiques, par une paroi de séparation D, dont le bord inférieur ne touche pas le fond du récipient. L'espace entre le bord inférieur et le fond du récipient a été colmaté par de la pâte à modeler, dans laquelle un petit tuyau jaune de faible diamètre permet à l'eau de passer d'un compartiment à l'autre. Une cuvette F intercalée entre le robinet et le récipient est munie de 3 trous. Il y a 2 trous au-dessus du compartiment de gauche et un trou au-dessus de celui de droite. Les trous peuvent être obturés, ce qui permet de répartir le débit d'alimentation entre les compartiments. Dans chaque trou, un tube plongeur a été placé, G1, G2 et G3. Le seul objectif de ces tubes est de limiter la turbulence de la surface de l'eau. Pour faire l'analogie avec le modèle à une couche, il suffit de considérer que l'eau dans le système représente de l'énergie dans la réalité. Dans ce cas, un débit d'eau correspond à une puissance. Le compartiment C1 symbolise la surface terrestre. Le compartiment C2 symbolise les nuages présents dans l'atmosphère. Les hauteurs H1 et H2 de l'eau dans chaque compartiment, par rapport au point bas de l'orifice de vidange B, sont une mesure de leur température respective. Le volume d'eau dans le compartiment C1, correspondant à la hauteur H1, représente la chaleur rayonnante accumulée sous la surface terrestre. Le volume d'eau dans le compartiment C2, correspondant à la hauteur H2, représente la chaleur rayonnante accumulée dans l'eau liquide ou solide des nuages. La hauteur H2 ne dépend que du débit total d'alimentation, indépendamment de sa répartition entre les deux compartiments. La hauteur H1 est la plus grande lorsque seul le compartiment C1 est alimenté. Ceci correspond au cas d'une atmosphère entièrement transparente au rayonnement solaire. Passons maintenant aux petites expériences. Initialement, le trou du compartiment C2 est obturé, et ceux du compartiment C1 ne le sont pas. Ceci correspond au cas d'une atmosphère entièrement transparente au rayonnement solaire. Marquons d'un trait les niveaux dans chaque compartiment. Débouchons le trou du compartiment C2. Les 3 trous sont maintenant libres. 2 tiers du débit passe par le compartiment C1 et 1 tiers par le compartiment C2. Un nouvel équilibre s'établit. Le niveau a baissé dans le compartiment C1, la température de surface a baissé. Celui du compartiment C2 est inchangé, la température des nuages n'a pas évolué. Marquons d'un trait le niveau dans le compartiment C1. Obturons un des 2 trous du compartiment C1. 50% du débit passe par le compartiment C1 et 50% passe par le compartiment C2. L'atmosphère est moins transparente et la température de surface diminue. Un nouvel équilibre s'établit. Le niveau dans le compartiment C2 n'a pas changé. Marquons le niveau du compartiment C1. Rebouchons le trou du compartiment C2. Tout le débit passe à nouveau par le compartiment C1. On est à nouveau dans le cas d'une atmosphère entièrement transparente. Les niveaux évoluent vers leurs valeurs initiales.
Vous venez de voir un effet de serre thermique à l'œuvre. Il est dû à la présence d'eau liquide ou solide dans l'atmosphère qui rayonne comme un corps gris vers l'espace et vers le sol. Cet effet a un impact très important sur les températures. On considère généralement que la Terre serait 33 degrés plus froide dans l'absence d'atmosphère. Cet effet est abusivement attribué au rayonnement de fluorescence des gaz à effet de serre qui est d'une nature tout à fait différente. Les gaz sont incapables de rayonner comme un corps gris. Les expériences sont maintenant terminées. Il est temps de passer aux conclusions. Il y a deux types d'effets de serre. Le premier est causé par le rayonnement de fluorescence qui caractérise les gaz à effet de serre. Nous avons vu dans une vidéo précédente que cet effet est nul. Le deuxième est dû au rayonnement thermique de l'eau liquide ou solide présente dans les nuages. Nous venons de voir que cet effet est important, mais il est tout à fait indépendant des gaz à effet de serre, dont le nom a été particulièrement mal choisi. Le verdict est donc clair, le CO2 est innocent de tous les maux dont on l'accuse. Des raisonnements simples confortés par des petites expériences convaincantes, permettent d'arriver à cette conclusion. La science s'est égarée depuis déjà bien trop longtemps en attribuant un effet de réchauffement inexistant à une molécule indispensable à la vie. Elle est la première à blâmer pour la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Bien sûr, la science n'est jamais établie, et il devrait être facile de montrer la faille dans mes raisonnements qui sont extrêmement simples. C'est leur simplicité qui fait qu'il sera très difficile de les réfuter. Va-t-on pour autant assister à un effondrement de l'alarmisme climatique? Oui, j'en suis convaincu. Mais il faudra du temps. Vraisemblablement beaucoup plus de temps que je ne l'espère. Mes récentes discussions avec des réchauffistes tièdes ne me rendent pas optimiste. Ils interrompent la discussion lorsqu'ils sont confrontés avec leurs contradictions. Voyons d'abord comment les sites climato-réalistes vont réagir. Pour de plus amples informations, lisez les articles associés à cette vidéo. Les liens sont dans la description.